Dans certaines familles, il peut y avoir des conflits, par exemple autour du repas familial. Ce type de conflit disparaît souvent au moment où il y a des repas de fête avec les grands-parents. Alors la présence des grands-parents, je parle essentiellement pour l'Alsace parce qu'on l'a vu plus fortement en Alsace que dans les autres régions dans lesquelles on a travaillé. Je pense que c'est peut-être lié aussi à la proximité spatiale, on a travaillé sur des petites villes ou dans des périurbains essentiellement. Donc probablement il y a une proximité spatiale qui fait que les contacts avec les grands-parents sont très fréquents, sont suivis, et il y a aussi des moments comme par exemple les dimanches avec la flamencuche, en fait la tarte flambée du dimanche, ou encore la préparation des gâteaux de Noël qui commencent des plus petits, en fait qui sont encore des moments très importants en fait dans la vie familiale. Ce qui fait que effectivement les grands-parents participent à cette transmission de certains plats, et on a eu des adolescents qui par exemple pouvaient être très critiques envers la cantine, envers le repas familial, mais qui par contre dès qu'on parlait des grands-parents, on voyait vraiment les regards changer, les détails fuser, par exemple comment on prépare une bonne tarte aux pommes, est-ce qu'il faut mettre la cannelle ou pas, des éléments de ce type dans lesquels on voyait finalement à l'œuvre des formes de transmission intergénérationnelle, ce qui ne veut pas dire forcément que tout est, comment dire, idyllique et que tout est très facile. Je veux dire, c'est pas du tout ça, mais que quelque part il n'y a pas forcément tout le temps de rupture, et il n'y a pas forcément de rupture là où on l'attend. Donc cette présence de grands-parents, par contre, alors elle est très présente aussi dans les souvenirs d'enfance, et elle est présente dans toute la sensorialité qui accompagne les souvenirs d'enfance. Par exemple, certaines odeurs, certaines sensations liées à la chaleur du bouillon, par exemple, certaines techniques de préparation. Comment faire des œufs au plat qui soient en même temps croustillants, mais voilà, où on puisse piquer finalement le jaune avec la fourchette et imprégner les pommes de terre. En fait, toute une série de détails de cet ordre qui montrent finalement que cette présence des grands-parents vient construire une sensorialité, je dirais, de l'adolescent, qui après se manifeste peut-être pas dans la continuité, mais à des moments bien précis de la vie des adolescents. Nous avons travaillé sur les enfants et les adolescents, donc là on va jouer les bons chercheurs, donc on va pas dépasser aujourd'hui et faire, si vous voulez, on peut pas lancer des choses comme ça et après aller dire que telle étude n'est pas crédible, etc., parce qu'elle s'appuie pas sur un échantillon. Nous, on a travaillé sur les enfants et les adolescents. Donc ce qu'on vous a décrit recouvre effectivement les enfants et les adolescents. Par contre, quand j'ai parlé du gras tout à l'heure, j'ai parlé aussi ces adolescents ou ces enfants, ils sont pas sortis de nulle part. Je vois pas la dame qui a posé la question. Voilà, ils ne sont pas, si vous voulez, isolés d'une société globale. Ils sont pas isolés de leurs parents. Ils sont pas isolés du discours social environnant, etc. Si vous voulez, c'est pas comment dire, c'est pas de la génération spontanée. Ce discours-là, ces catégorisations-là, elles n'existent pas par hasard à l'adolescence. Elles participent aussi d'un discours des parents, d'une certaine culpabilisation aussi des parents et de dévolution des représentations. Donc, ces adolescents et ces enfants n'ont pas aujourd'hui construit ces catégories-là tout seuls. Forcément, leur environnement social, culturel, etc. a beaucoup joué. Donc, forcément, leurs parents et tout le cadre autour, la société au sens global du terme, a beaucoup joué. Donc, forcément, on retrouvera des mêmes termes de stigmatisation, on retrouvera un même, entre guillemets, dégoût des corps gras, ou une certaine esthétique de la légèreté, ou une certaine lipophobie dans d'autres classes d'âge. Par contre, on peut pas, nous, être aussi détaillés sur d'autres classes d'âge qu'on n'a pas étudiées aujourd'hui. Merci, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Vous savez que je connais bien vos travaux et que je m'en sers tous les jours, parce que quand on a des adolescents et des enfants en consultation, puisque c'est la plus grande partie de ma clinique, de savoir tout ce que vous nous racontez, c'est tellement bien. C'est tellement bien pour pouvoir rebondir. Je prends l'exemple des bonbons. Petite fille qui vient et qui est en 6e
La 6e, c'est l'année des bonbons. On sait pourquoi. C'est l'année de l'autonomisation. C'est l'année où ils ont un peu d'argent de poche et qu'ils sortent tout seuls de l'école. Donc moi, je dis aux parents, écoutez, la 6e, c'est l'année des bonbons. On va apprendre à gérer les bonbons. On va pas dire, on prend pas les bonbons. Bon, ça, c'est un des exemples parmi tous ceux que vous m'avez pu me filer en clinique. Et merci beaucoup parce que c'est très important, nous, en clinique, de pouvoir rebondir. Bon, alors, avec tout ce qu'on savait dans les lectures qu'on a lues sur la restriction, j'ai bien aimé d'ailleurs votre phrase, on disait pas ça comme ça, intériorisation du devoir de restriction. Alors ça, je l'avais jamais entendu comme ça, sur l'intériorisation du devoir de restriction. On a toujours dit, les petites filles intériorisent la restriction, mais c'est encore plus joli de dire, comme vous le dites, intériorisation du devoir de restriction, que ce que moi j'avais l'habitude de dire, les petites filles ont intégré qu'il fallait se restreindre, qu'il fallait être mieux, mais être mince dans la vie, etc. Donc ça c'était c'est important. Puis après, vous avez dit tout à l'heure, Nicoletta, c'est les petits qui peuvent attendre. Bah, finalement, non, c'est les grands. Oui, Après, c'est les grands qui disent que c'est les petits qui peuvent attendre. Oui, non, les petits peuvent pas attendre. Voilà, c'est les petits qui peuvent pas attendre. Voilà. Bah oui, à la limite, ils ont un peu raison parce que en fait, l'éducation aussi, c'est ça, c'est d'apprendre que on peut attendre, on peut avoir faim, on peut attendre, on n'est pas obligé de. Enfin, c'est l'éducation. Enfin, je veux pas dire qu'on apprend aux enfants à se restreindre, c'est pas ça. C'est que finalement, une éducation, c'est aussi d'apprendre que on peut avoir faim, qu'il faut avoir faim et c'est pas très grave. Il y a des choses qui sont aussi dans l'éducation et c'est bien aussi que c'est toujours très difficile. Le fil du rasoir est difficile. Nous, en tant que nutritionnistes, en tant que papa, maman, parents, de dire que on va mettre des enfants qui sont les enfants sont pas des sauvageons, donc il faut bien qu'ils apprennent aussi à avoir une alimentation. J'ai pas parlé d'équilibre, j'ai pas parlé apprendre sa faim, la connaître, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Tout ça sont des choses qui vont être apprises au fur et à mesure du temps par l'éducation nutritionnelle, pas diététique. Hein, voilà. Donc voilà. Donc je crois que finalement les grands ont raison de dire que c'est les petits qui ne peuvent pas attendre. Bon voilà, donc ça c'était la deuxième chose. Et puis moi je suis toujours très très intéressée pour l'histoire du mou et du dur. Bon, je pense que les psychanalystes auraient beaucoup de choses à dire là-dessus. Je le suis pas, donc j'irai pas dans ces explications. Peut-être qu'il y en a dans la salle. C'est vrai que c'est en même temps l'adolescent a besoin de la maîtrise et tout ce qui est donc c'est tout dans la maîtrise, dans la. Bon voilà, et que je pense qu'il y a quelque chose de psychanalytique dans tout ça. Je n'irai pas là, c'est pas mon domaine. Et voilà, donc c'est les 3 réflexions. Encore merci beaucoup de tout ce que vous nous apportez. Merci. Oui, on a recueilli beaucoup de choses sur ce sujet-là. Alors aussi bien d'ailleurs pour rebondir sur les grands-parents, où là, ce qui a été aussi beaucoup dit par les adolescents, c'est ce plaisir aussi de préparer avec, d'apprendre des choses et d'apprendre à cuisiner. Mais on a aussi eu ça dans le cadre plutôt associatif, avec une présence très intéressée et très soutenue à des ateliers dans les lycées ou hors des lycées, dans les, tu sais, à Strasbourg avec Myriam, les centres socioculturels. Effectivement, avec une forte demande et aussi avec une forte demande sur, vous savez, avec les semaines du goût, etc., de plus en plus de collèges ou de lycées qui organisent des ateliers. Mais surtout, et ça c'est encore plus intéressant, on a eu cet échange-là avec les chefs cuisiniers de la restauration scolaire, dont certains d'ailleurs essaient de faire participer de plus en plus les collégiens, les lycéens à leur cuisine, etc., à leur montrer des choses. Et il y a beaucoup d'actions qui sont faites au niveau des cantines scolaires et qui sont en général, quand ces actions-là sont faites, sont très appréciées. Et ce qui est très intéressant aussi, ça c'est un retour qui vient pas directement d'Alimado, mais j'ai animé plusieurs fois des séances avec des membres, en fait, des personnels de cantines scolaires et des responsables de cantines scolaires, des conseils régionaux, etc. Et en fait, ce qu'ils ont noté, qui est extrêmement intéressant, bien sûr, pour eux, c'est que les jours où il y a une animation cuisine, c'est-à-dire où on leur apprend un geste culinaire, on leur apprend à faire un petit truc dans le cadre de la cantine scolaire,
Ce jour-là, d'abord, la cantine fait le plein, mais surtout, aux déchets, au niveau des déchets, ce jour-là, les déchets sont bien moindres. Donc, en fait, c'est extrêmement intéressant de voir que quand on associe l'enfant ou l'adolescent à tout un processus et à toute une préparation, sa vision des aliments et la considération de son assiette est un peu différente. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Je voulais ajouter tout juste une chose, c'est-à-dire qu'avec la préparation, il y a un préalable qui commence parfois plus petit et qui est aussi intéressant, qui est la phase de la décoration des aliments. Et ça, on l'a vu justement parce qu'on avait cette entrée à travers le jeu. Donc, le fait de rendre un aliment beau, est une manière de le confectionner, de le domestiquer, qui après là aussi facilite quelque part le fait de le manger et qui continue à l'adolescence, parce qu'on a vu après, surtout des adolescentes, il y a un moment où par exemple la préparation de gâteaux ou le fait de préparer des amuse-gueules particulièrement, comme ils disent, jolies à voir par exemple et qu'on peut mettre sur un blog, est une composante importante en fait de la préparation. Et qui est aussi en lien avec le corps d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du verbatim d'adolescents sans origine migratoire quand on leur demande s'ils connaissent qu'est-ce que la cuisine française, parce que c'est des questions qui se sont posées, et qui, en général, nous citent presque en premier le couscous. Et en deux les bolos. En deux, les bolos, les spaghettis bolognaises. Et les spaghettis bolognaises et les lasagnes aussi ont un fort donc ça, c'est français. Voilà. C'est un peu extensible comme notion. Par contre, vous avez parlé du manger avec les doigts, du côté pas moderne et sale. La vogue du finger food et le fait que les ados mangent dehors, debout, n'importe quoi. C'est une revanche, c'est une transgression. Mais c'est très différent. Parce que dans un cadre, les ados, quand vous dites la mode de manger avec les doigts ensemble dans la rue, on est dans le cadre entre pairs, entre ados. De l'autre côté, on est dans la famille qui est censée, pour eux, porter les normes de la société globale et qui leur montre qu'on mange avec les doigts. C'est pas la même chose. Le manger avec les doigts autour d'un plat commun, en famille, avec les parents, voire les grands-parents, pour eux, en termes de représentation, c'est pas du tout la même chose que de manger avec les doigts, avec les copains dans la rue. Oui, c'est pas du tout connoté de la même manière. D'ailleurs, je pense pour eux, c'est vraiment pas la même chose. D'accord, merci. D'ailleurs, le binge drinking, par exemple, c'est un truc qu'ils font entre ados et pas avec les parents. Voilà, ils appellent pas les grands-parents pour se bourrer la gueule, c'est sûr. Merci. Alors, c'est vraiment l'excès. On n'a pas. Même si après, souvent, c'est la famille qui initie. On l'a pas vu. Oui. Là, ça devient la cata, oui. C'est très compliqué parce que le sucre et le gras sont pas positionnés de la même façon à l'adolescence. Et peut-être aussi c'est lié notamment pour les petits ados. Quand je dis les petits ados, comme on a travaillé à 11-12 ans, c'est pas la même chose. Pour eux, le gras c'est mauvais, le sucre non, parce que les bonbons c'est quand même bon. Il faut reconnaître. Et donc sur le sucre, on a beaucoup moins, je trouve, de discours chez ces ados-là stigmatisants autour du sucre. C'est-à-dire que pour eux, on a l'impression, après, attention, à partir de 19-20 ans, là c'est très différent, la construction est différente, mais j'ai quand même l'impression que pour eux, ce qui est gras et ce qui est plus stigmatisé, c'est ce qui fait grossir. Donc ils ont plus mis le gras que le sucre. Même si on a quelques discours quand même marginaux sur le sucre, mais c'est plus dans des cas sur des discours très construits sur la nourriture industrielle, etc. Là, et les sodas. Les sodas. Et les sodas. Mais là, on est plus dans la boisson que dans l'alimentation. On a peu de stigmatisation du sucre dans notre travail, mais c'est global, je dirais. C'est-à-dire que pour eux, c'est un tout en fait. Et puis en plus, là, je pense que là, sur le sucre, ça serait intéressant et de voir vraiment en classe d'âge. Oui, c'est ce je pense qu'il y a un basculement vers 14 ans, 14-15 ans, qui est assez fort. Et chez les plus petits, en tous les cas, l'appétence pour le sucre, etc., fait que c'est un aliment qui est connoté quand même plus positivement. Sauf que, il y a peut-être aussi un effet genre. Voilà, tout à fait. Pour les garçons, voilà, c'est oui, l'énergie. Exactement. Oui. L'effet genre, à mon avis, est très présent. Oui.
Avec aussi après, j'ai l'impression que c'est aussi très connoté à l'enfance parce que on le retrouve après, à partir des 15-16 ans. À un moment, on avait discuté de ces aliments navettes, en fait, d'aliments que grands ados, quelque part, on commence à manger à des moments où on est seul, où on a envie d'être consolé. Hein. Et le sucre, c'est un peu comme le lait, j'ai l'impression, revient à ces moments-là. Donc chez les grands, hein. Et donc je pense que là aussi il faudrait faire une lecture par âge qui est beaucoup plus fine. Oui, exactement. Les aliments doudous, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui ramène. Oui. Pour avoir, au fil d'Alimado et à la suite d'Alimado, fait beaucoup de... je défends pas la cantine scolaire, hein, mais fait beaucoup de travaux croisés avec des gens, des personnels de cantine scolaire. Je suis étonnée d'une de vos remarques où vous dites c'est du grand n'importe quoi, ils prennent ce qu'ils veulent, hein, parce que dans beaucoup de restaurants scolaires qu'on a vus, effectivement, il y a un choix, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, ils ont l'obligation de ne pas prendre plus de deux plats ou mets ou ce que vous voulez d'une même catégorie, c'est-à-dire que on a vu des tas de restaurants scolaires où ils n'avaient pas le droit, par exemple, de prendre 2 portions de fromage ou de dessert. Par contre, après, ils s'arrangeaient entre eux, hein, ils échangeaient, etc. Mais donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Je vous confirme. Moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants, mes propres enfants, qui n'ont pas de problème physique, mais ça se prend tôt, malheureusement. Les mauvais comportements se prennent tôt. Ma fille, par exemple, me dit j'ai pris du taboulé en entrée, après c'était des pâtes spaghetti bolognaise, et en dessert, une tarte, enfin quelque chose, mais et les légumes dans tout ça. Alors, on compense le soir, mais sur place, je veux pas non plus leur donner un sentiment de culpabilité, mais puis quand j'en parle aux autres, ils font pareil. Ils mangent. Il y a aussi, on n'aura pas de réponse, je vous le dis, donc ça va pas vous plaire. Mais par contre, il y a aussi une chose qui est à prendre en compte à l'adolescence. On n'en a pas parlé. Il y a un des chercheurs de l'équipe qui est Marie-Pierre Julien, qui a beaucoup travaillé dessus. C'est sur la faim. Un jeune, un gamin, il a faim, donc il mange du taboulé et une tarte et je sais pas quoi. En soi, c'est pas étonnant parce qu'il a aussi à la pause. Enfin, si vous m'arrêtez, il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Par contre, il y a aussi finalement, nous, on n'est pas, on sait pas. Et vous l'avez compris, on n'est pas dans une lecture nutritionnelle des choses. Par contre, il faut voir aussi que ce qui pèse aujourd'hui en termes de culpabilité sur les enfants, c'est quand ils ont compris quelque chose qui n'est pas forcément à comprendre, à savoir qu'ils doivent réaliser l'équilibre alimentaire stricto sensu tous les jours. Et là, dans cette idée-là, mais ça, chacun d'entre nous équilibre tout ça sur une semaine, sur un cadre plus global. Et donc, en fait, quand vous parlez de culpabilité, elle est là quand ces enfants, aujourd'hui, nous disent, notamment en 6e, où ils rentrent en SVT et on leur apprend ce que sont les grandes catégories d'aliments et ils apprennent un petit peu tout ce qu'ils doivent manger dans la journée. Et là, on a des enfants qui se posent plein de questions parce qu'effectivement, ils se disent, oui, on mange pas ça aujourd'hui. Mais je crois que là, par contre, dans ce que vous présentez, peut-être que le discours plus comment dire, je suis mal à l'aise là pour dire ça. Le discours est à construire plus sur quelque chose de global, plus sur une semaine, sur le mois, sur ce qu'ils vont ingérer. C'est pas très grave si au jour le jour un enfant prend du tabou. Enfin, je crois. Oui, après c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose. Alors, je voulais tout juste ajouter quelque chose là-dessus qui justement ce n'est pas forcément une indication, mais on a posé la question aux grands adolescents, c'est-à-dire à partir de 16 ans, c'est-à-dire qu'est-ce que tu voudrais transmettre à tes propres enfants sur les manières de manger. Et c'était extrêmement intéressant parce que justement une des premières réponses était la diversité et l'équilibre. Donc il y a finalement cette conscience de la diversité et de l'équilibre alimentaire, pas de cantine, pas de McDo.
Donc ça, c'était aussi très fréquent. Et la question, l'importance finalement du repas familial et de la convivialité. Et donc, il y a des éléments qui sont et le plaisir aussi, le plaisir gustatif. Donc, il y a tous ces éléments-là, la diversité, l'équilibre, le plaisir, la convivialité, qui peut-être, alors je ne sais pas comment, parce qu'effectivement c'est pas forcément ce que nous pouvons vous dire en ces termes de comment faire, mais disons qu'ils sont importants pour les grands adolescents, au moins dans notre étude, et qui devraient peut-être être pris en compte en fait dans un cadre de réflexion. Et puis il y a aussi l'idée, je reviens sur ce point-là qu'on a beaucoup abordé. Qui est important à prendre en compte, c'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas isoler un enfant ou un adolescent un jour J ou à un moment donné en se disant cet enfant mange mal parce que ça fait en gros une semaine qu'il n'a pas mangé de légumes verts. Je pense que ça se construit sur une durée très longue et que aussi il y a une autorégulation qui apparaît parce que on a eu beaucoup d'ados, alors bien sûr pas à 12 ans, mais dès 14 ans, on a beaucoup de verbatims d'adolescents qui nous disent ah oui, mais j'adore manger des kebabs, des hamburgers avec les copains, quand j'ai un peu d'argent de poche, etc. Mais attention, pas tous les jours. J'aime aussi manger ça que ma mère prépare, ça que ma grand-mère prépare, etc. Et au final, on s'aperçoit que finalement, l'éducation alimentaire, elle passe par autre chose que par l'équilibre stricto sensu au jour le jour, et que ça se construit dans la durée, et qu'il y a aussi une prise en compte par eux-mêmes d'une certaine régularité. Par contre, on ne connaît pas les cas dont vous parlez, et c'est hyper difficile. On n'est pas, enfin, on peut pas donner. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs temps, il y a des facteurs de revenus, je veux dire sociaux, d'éducation. Donc, oui, et la croissance aussi, voilà. Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est ce qu'on dit, oui. Il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est que je prends souvent l'exemple du goûter. L'exemple du goûter, c'est qu'il y a un moment où les enfants n'ont plus besoin de goûter. C'est pas parce qu'on leur arrête de goûter, mais ça peut être à 15 ans pour l'un et à 17 pour l'autre et à 12 pour une fille qui a grandi et qui a eu ses règles très tôt. Et le goûter peut être quelque chose qui peut se modeler. Effectivement, s'ils ont tous l'habitude de prendre toujours le paquet de céréales tous les jours au goûter, il faut qu'ils apprennent aussi à se dire aujourd'hui, je prends du goûter. Voilà, j'ai pas faim. Oui. Mais ça, c'est pas encore. C'est pas ça qu'on leur envoie comme message. Non. Donc moi, j'essaie souvent de faire ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi dire à un enfant, si tu n'as pas envie de goûter, tu goûtes pas. Exactement. Ou si tu as très faim, tu vas goûter. Et ça va dépendre. Et on peut avoir des enfants qui, à 14-15 ans, ne goûtent plus, par exemple. Parce que c'est plus besoin. Et qui se remettront à goûter aussi. Qui se remettront à goûter parce qu'ils mangent. Oui, au moment où ils ont des examens, par exemple. Et on a exactement ce discours-là. On a aussi travaillé avec des grands ados en classe prépa, etc., qui nous disaient ah ben nous on goûtait plus, mais maintenant on travaille tellement qu'on a besoin à 6 heures de manger parce qu'on est épuisé. Voilà. Les parents n'ont pas été exclus du travail. Parce qu'en fait, dans notre travail, si aujourd'hui on vous dit tout ça, là c'est du verbatim d'adolescents, mais on a travaillé avec des parents. Il y a des parents qui ont rempli des carnets de consommation. C'était aussi intéressant quand on avait les carnets de consommation des parents et des enfants pour savoir ce qu'ils avaient mangé. Ils avaient mangé à la même table la même chose, mais apparemment ils s'étaient pas vus. Et donc ça c'est très intéressant aussi, les décalages, etc. Donc les parents n'ont pas, si vous voulez, c'est pas qu'on a pas parler aux parents, c'est que les parents font partie intégrante des résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Parce qu'on a considéré qu'un adolescent, qu'à 12 ans, un adolescent n'était pas le seul maître de son alimentation. Donc ils sont complètement intégrés à notre travail. Et alors après, pour les présentations, on a fait quand même pas mal de présentations, de conférences dans des lieux certes universitaires, mais également très très ouverts. Donc, il y a forcément des parents d'ados, et on a vu, et on en a croisé beaucoup qui sont venus nous parler après, qui n'étaient pas dans l'enquête, mais qui, forcément, ont des choses à dire. Mais en tous les cas, les parents en tant que tels ont été complètement inclus dans les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. On n'a pas, je vais répondre parce qu'on a des données là-dessus, mais un point qui est important, c'est que notre travail sur les 2 projets qui ont été comparés là, c'est-à-dire aussi bien sur les enfants que sur les ados, on n'a pas fait des catégorisations, c'est-à-dire qu'on n'a pas ciblé d'interroger les enfants en surpoids ou que les enfants obèses, etc. C'est-à-dire qu'en fait,
sur à peu près les 2000 adolescents qu'on a rencontrés, il y avait forcément des enfants en surpoids et obèses. Mais on n'a pas fait un focus dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que forcément, leur discours n'est pas tout à fait le même. Il n'est pas tout à fait différent non plus. Et c'est ce qui, d'ailleurs, parfois rendait même des rencontres entre chercheurs et ados extrêmement difficiles. J'ai le récit d'un de nos chercheurs, Dorothée Guillem, m'avoir dit que, en fait, elle avait eu énormément de mal à travailler avec 2 petits ados qui lui racontaient qui en fait lui donnaient le même discours que ses copains, c'est-à-dire qu'ils étaient forcément moches, ils étaient gros, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, forcément, les lieux de convivialité comme la cantine, par exemple, sont désagréables. Alors si elle a un très beau verbatim, elle va vous le lire. Mais et donc ces lieux-là, qui sont finalement des lieux, hormis, je ne vous parle pas du goût de la nourriture, mais qui sont des lieux positifs au niveau de la convivialité, du vivre ensemble, etc. Pour eux, ça s'inverse. Ça, c'est extrêmement important, c'est pas la même chose. Vas-y. Oui, mais c'est pas ça. C'était même pas accordé, c'est pas la question, mais en fait, c'est intéressant parce que il y a un très beau verbatim à Strasbourg, recueilli par Christine Rodier, d'une fille qui dit: pour moi la cantine c'est désagréable, tout le monde me regarde parce que je suis grosse. J'entends souvent: elle mange comme un porc, elle bouffe tout, mais moi j'ai faim, je mange quand même, mais vite pour pouvoir sortir de la cantine rapidement. Et une de ses copines qui est à côté d'elle, en fait, donc renchérit, elle dit: moi, je ne me sentirais vraiment pas bien si j'étais grosse comme certaines. Je me gênerais d'aller à la cantine, je me gênerais d'aller à l'école, de peur d'affronter le regard des autres. Donc ça, forcément, pour ces enfants-là ou pour ces adolescents-là, le vécu est différent. Tout à l'heure, très rapidement, c'est vrai qu'on aurait plus aussi pu insister sur ça. Chez les adolescents, l'aspect esthétique n'est pas seulement un aspect visuel. Et ça nous a beaucoup étonné. L'aspect olfactif a été souvent mis en avant, aussi bien pour les plats que pour les corps, pour les gens. Et en fait, pour ces ados, un gros... Pour eux, excusez-moi, j'utilise les termes. Un gros, c'est quelqu'un qui transpire et donc qui sent mauvais. Et en fait, on a quelques verbatims comme ça. Je me souviens d'un petit garçon qui disait: ben moi, je garde ma veste, je reste tout habillé et je mange à toute vitesse parce que déjà que je suis gros, en plus on me dit que je sens mauvais, donc je fais vite. Ou d'autres qui comparaient l'odeur justement du surpoids avec l'odeur des choux, etc. Et donc en fait, c'est pas un monde de bisounours. Et c'est pas un monde où tout le monde a le même discours et les mêmes représentations. Et ça, on le sait. Et ce discours-là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les ados et les enfants en font. Mais comme le disait, j'ai vu Monsieur Guigrand, c'est un discours qu'on connaît et qui est socialement présent, un discours stigmatisant qui est quand même très présent depuis longtemps. C'est quelque chose. Voilà. Et par contre, les enfants le traduisent avec leurs termes, avec leurs mots, et avec aussi leur façon d'être ensemble. Parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces adolescents ou ces enfants, entre guillemets, qui se sentent stigmatisés à la cantine, à un moment quand même, ils vivent aussi avec cette classe. Il y a aussi des échanges qui se font. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si ça joue vraiment après dans la classe ou pas. Ça, on n'a pas travaillé sur ça. De toute manière, ce sont des discours aussi qui effectivement passent par les parents. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des moqueries entre enfants. Oui. Là, on le voit, par exemple, dans cette autre recherche qu'on est en train de faire sur l'expérience du corps entre 9 et 13 ans et le passage d'âge. On a eu, par exemple, le cas d'une mère qui ne voulait pas acheter de déodorant à son enfant. C'est un garçon d'une 12aine d'années parce qu'elle dit, il est tout petit, il est mince, même s'il transpire, il peut pas sentir mauvais. Et c'était assez intéressant quelque part donc cette association vraiment de catégories d'odeur et de poids, mais qui passe par les adultes et qui après sont réappropriés par les enfants. Donc ce n'est pas uniquement je la voyais. Voilà. Nous, à l'hôpital de jour qu'on fait pour les ados, à l'hôpital de jour, l'infirmière, à un moment où elle s'occupe des vergetures et de la transpiration, elle explique. Donc, c'est-à-dire que depuis que voilà. Donc, vous voyez que l'interaction marche bien. C'est-à-dire que l'infirmière, à l'hôpital de jour des 15-25 dont je m'occupe à la Pitié, il y a un temps où l'infirmière s'intéresse, pose la question: est-ce que tu transpires, lui donne le nom d'un déodorant, regarde les vergetures, regarde les chaussures, lui montre comment il faut faire attention à ses chaussures, etc. Pour ces très gros. Bon, effectivement, ils sont très très gros
gros, c'est des super obèses ados. Mais en même temps, cette notion en consultation, bien évidemment, il faut l'aborder parce qu'on peut les aider sur le corps pour qu'ils soient effectivement mieux dans leur peau, même s'ils sont gros.